Je tenais vraiment à insister sur le fait que le promoteur, il y a un moment où il faut oublier sa casquette de promoteur et devient copropriétaire et lui aussi doit payer les charges de syndic. Merci. Mais cette difficulté à admettre, pour un certain nombre de promoteurs bien entendu, l'idée qu'ils sont devenus copropriétaires. J'ai des cas où des promoteurs non seulement encaissent des montants indûment lors de la rédaction des contrats de vente, mieux encore, ils s'approprient les fractions indivises pendant un bon bout de temps, et puis s'il n'y a pas de contestation, ils se les approprient comme ça, ad vitam aeternam. Deuxième chose, je suis d'accord sur le principe. Que font les promoteurs très souvent? Je ne suis pas à charge contre eux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est que le montant qui est payé, c'est pour ça que j'ai insisté sur payer une provision sur les frais de syndic à constituer, parce qu'il n'est pas encore constitué. Et ce qu'ils font très souvent, c'est à travers ces sommes, ils puisent éventuellement leur part de cotisation, parce que c'est en général un montant surestimé et surévalué. Alors, deuxième élément que je voulais soulever, et c'est très important, est-ce que le promoteur peut s'ériger automatiquement comme syndic après avoir vendu sur une centaine d'appartements, il en vend 30, 40, voire même avant? Rien n'empêche, ni dans la loi, ni dans la jurisprudence, de constituer un syndic, enfin un syndicat, le syndicat des copropriétaires. Je n'aime pas constituer un syndic parce que le syndic n'est que l'exécutant des décisions du syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires existe. Il ne faut pas attendre, et c'est un peu là où j'en veux avec un certain nombre de consommateurs de façon générale, c'est d'admettre l'idée dans leur esprit, c'est-à-dire on conforte le promoteur dans l'idée que vous avez soulevée, effectivement, c'est lui le vendeur, c'est lui le patron, c'est terminé, il a la casquette aujourd'hui de copropriétaire. La loi prévoit que l'Assemblée se tient à l'initiative de l'un des copropriétaires. L'un des copropriétaires peut provoquer une assemblée avec le jeu de vote qui va se mettre en place. Bien entendu, il se peut que le promoteur soit encore majoritaire, il va imposer sa voix. La loi a répondu à cette question aussi. Si l'un des copropriétaires s'estime lésé par les décisions prises par l'Assemblée, par le syndicat des copropriétaires, il est en droit de faire un recours auprès du tribunal statuant en référé pour faire annuler les décisions qui seront prises injustement à son encontre. Donc voilà, en quelque sorte, la loi répond à un certain nombre de questions, mais il faut que le consommateur, nous travaillons à ce niveau-là, pour qu'il prenne conscience de sa responsabilité. Il ne faut pas tout mettre sur le dos ni du promoteur, et encore moins tout sur le dos du notaire. Non, le consommateur a une part de responsabilité, il faut assimiler les droits et les obligations qui lui incombent. Alors, chers amis, il nous reste 15 minutes, on doit mettre libre à 11h pile. Sur l'appartement, je ne parle pas des charges de copropriété, mais je parle de l'abonnement REDA, l'abonnement del Mordo, et le problème qui est les notaires. Alors, les clés ne sont pas remises sur place, ou là, l'acquéreur n'a pas fait les diligences requises pour aller chercher, savoir le montant exact des créances dues sur l'appartement au titre de réduction de l'électricité. Après 3 mois, 4 mois, la REDA refuse le raccordement d'eau d'électricité. Le notaire est-il responsable ou pas? Début de cette rencontre, est-ce que le notaire peut s'ériger comme exécutant de ces décisions? Est-ce qu'il peut aller analyser l'existence et la crédibilité éventuellement de la contestation, de la revendication, voire même de l'exactitude des montants réclamés? Il faut laisser au tribunal le soin de trancher sur ces questions. Est-ce que dans la loi, il y a quelque chose de prévu à cet effet? Non. Le devoir de conseil, parce que c'est très subjectif, il n'y a pas de limite, le devoir de conseil d'information. Quelles sont les limites et quelle est la portée de l'engagement des parties qui sont en face? C'est tout. S'il y a des redevances, s'il y a des créances en souffrance, il y a la garantie d'éviction, il y a la garantie prévue par le DOC et par la loi sur la protection du consommateur qui va se mettre en place. S'il y a des créances dont souffrirait éventuellement l'acquéreur, et s'il est établi que le notaire a pris le soin d'informer les personnes concernant les engagements par rapport à cette situation, c'est-à-dire il y a des créances en souffrance, il peut poser la question et
recueillir, comme on l'a dit tout à l'heure, des déclarations selon lesquelles le vendeur déclare que le bien n'est grévé d'aucune, les charges, à part le côté charge, aucune créance n'est à ce jour revendiquée par une tierce personne, et bien entendu pour couvrir le notaire. Et si, contrairement à ces déclarations, il y a une contestation, l'acquéreur s'adressera directement contre le vendeur. J'insiste sur cette nécessité pour le notaire de se prémunir à travers des déclarations. Pourquoi? Parce qu'en se prémunissant avec ces déclarations, il donne la possibilité à l'acquéreur d'aller s'adresser directement au vendeur par les voies légales, c'est-à-dire la justice. Donc le notaire n'est pas habilité à payer en lieu et place d'autres personnes, d'autres créanciers. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la créance fasse l'objet d'une contestation, et là, c'est la partie. Il se peut que le vendeur se retourne contre le notaire. Écoutez, le montant que vous avez payé, il est partiellement justifié, mais le reste, il est frappé d'une prescription. Donc vous n'aviez pas à payer parce que moi, j'avais l'intention de faire un recours par rapport à cette situation. Alors, juste dans un souci de protection de l'acquéreur, ça arrive souvent qu'il y ait chez l'acquéreur pour l'abonnement, donc il attache le montant. Donc la procédure d'urgence, vous pouvez nous en parler un peu de procédure d'urgence de raccordement de l'électricité. Moi, je ne suis pas technicien. Vous savez, s'il y a un blocage, vous savez, il y a un texte de loi qui impose aux autorités administratives publiques, de quelque nature que ce soit, à justifier tout refus si, bien entendu, un consommateur, une personne, se fait refuser une décision de la part d'une autorité administrative. Il faut motiver cette décision, faute de quoi, et s'il y a urgence, le juge des référés interviendra dans un délai très très court et très rapide pour pallier au problème. Si, bien entendu, il y a une responsabilité, si c'est un préjudice subi par la personne concernée, il se pourrait qu'elle suive la procédure aux fins d'indemnisation devant le tribunal administratif concerné. De toute façon, à Rabat et à Temara, c'est accordé dans 24 heures. C'est pas partout. 24 heures, c'est... Alors, il nous reste, avant de donner la parole à M. le Président, il nous reste... Lors de la dernière assemblée, un notaire a fait l'objet d'une plainte parce que son client a considéré qu'il n'a pas eu droit à l'eau et l'électricité. Il n'a pas pu avoir son contrat d'abonnement en eau et l'électricité, étant donné que le promoteur qui avait construit avait fait une surélévation. Et donc, du coup, la Redal a considéré que le monsieur n'avait pas droit, ne pouvait pas avoir son abonnement en eau et électricité, étant donné qu'il était redevable envers le monsieur, le promoteur, d'une telle somme. Et nous, en tant que conseil, on a considéré que le notaire n'était pas responsable à partir du moment où il a dans son dossier le permis d'habiter. Donc pour nous, on n'a pas rentré dans cette considération. Nous avons motivé notre décision en considérant qu'à partir du moment où les règles de l'urbanisme ont été respectées et qu'il y a un permis d'habiter dûment justifié avec une date antérieure à la date de l'établissement du contrat, le notaire n'a pas rentré dans cette considération. Est-ce que la commission technique a été d'accord ou pas d'accord? L'abonnement étant un contrat personnel entre la Redal ou la LARAC et le consommateur, donc l'effet est limité. Par contre, il faut faire attention au problème du branchement. Pour les nouvelles constructions, si le branchement n'est pas payé, là on risque d'avoir des problèmes. Et la Redal ou la LARAC a le droit de refuser le branchement tant que les droits ne sont pas acquittés. Donc c'est juste la nuance que je voulais préciser. Privilégier le branchement est lié à l'équipement du lot concerné. On sort là du cas de... Mais si j'ai le permis d'habiter, par exemple, s'il vous plaît. Ça veut rien dire. Maître Taoussi voudrait dire, c'est que le notaire devrait faire encore
Preuve de vigilance comme d'habitude, parce que nous sommes d'ailleurs le bouc émissaire du syndicat, de la REDAL, des copropriétaires. Ce qu'il faut faire, c'est demander au promoteur le permis d'habiter, en plus de la quittance de paiement de son branchement à la REDAL. Et ce problème, on l'a vécu au Ced Azouzi, même sur Rabat, c'est-à-dire qu'il y a une zone... S'il vous plaît, qu'on a une conscience qui est en train de... Où le promoteur avait son permis d'habiter, où j'ai passé des transactions où les gens n'avaient ni eau ni électricité pendant pas mal de temps, et pour ne pas vous dire jusqu'à jour d'aujourd'hui. Vous voyez? Et le problème, c'était par rapport à ce paiement. Voilà. Donc, vigilance, oui, mais responsabilité, je ne pense pas. La vigilance, oui, et responsabilité, non. Parce qu'effectivement, c'est une relation bipartite entre l'acquéreur et la compagnie, la REDAL éventuellement, si c'est sur Rabat. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche finalement? Est-ce que le notaire est responsable? Et moi, je pense qu'il faut, pour les notaires, nous sommes juristes. Notaires, avocats et tous les intervenants dans ce domaine, nous sommes des juristes. On fait la loi, on crée des cas, on crée des jurisprudences. N'adoptez pas cette posture, j'irais, non pas victimaire, mais de méfiance. Attention, est-ce que je risque d'être responsable? Que le notaire fasse son travail avec, j'irais, abnégation, et surtout qu'il prenne des décisions s'il y a lieu de le faire. Qu'il impose un certain nombre de règles. Si elles sont légalement prévues, oui. Il se peut qu'il y ait des cas qui ne sont pas prévus par la loi. Il faut qu'il y ait, j'irais, une audace dans la prise de décision pour se couvrir. Mais prendre cette posture parce que, effectivement, la loi 3209, dans son imperfection et dans ses dispositions parfois trop fermes, ça ne veut pas dire que, attention, on cherche la responsabilité du notaire un peu partout. Il y a des situations où la loi n'a pas prévu de dispositions, il y a des dispositions auxquelles sont confrontés les notaires, il y a cette contrainte de passer une opération de façon saine, mais aussi de répondre à un intérêt économique, c'est-à-dire il faut fluidifier les opérations. Donc tout ce qui est de nature à bloquer, moi je pense qu'il faut le surpasser à travers une prise de décision, prise réfléchie de, effectivement, la vigilance est de taille. Il faut se prémunir à travers un certain nombre de dispositions, les déclarations c'est nécessaire, faire des écrits en cas de besoin, mais surtout ne pas empiéter, et c'est là. D'abord s'assurer de la qualité des personnes en face, quel que soit l'intervenant, on a parlé tout à l'heure du syndic, mais surtout, un devoir de réserve. Le notaire n'est pas juge, n'est pas huissier, on ne tranche pas, on n'intervient pas. Que les parties soient d'accord, soit, s'ils ne sont pas d'accord, c'est au tribunal de trancher. Maître Hannibal, vous avez l'habitude de l'émission Impossible Atlantique. Oui. Mission Impossible, droit de préférence. Oula. On aurait dû commencer par ça. Le droit de préférence, ça... Bon. Les nouvelles dispositions, je vais commencer par ce qui prévaut aujourd'hui. Le droit de préférence, est-ce qu'il est inscriptible? Je vais passer un petit peu dans le vif du sujet. À l'effet d'éviter toute éventuelle responsabilité du notaire, parce que vous savez, on ne cherche que ça, et nous l'avons si bien compris, et il y a des parties qui ne cherchent qu'à assigner le notaire pour quelque raison que ce soit, même pour des contestations infondées. Le droit de préférence, à la différence de ce qui prévalait avant dans l'article 27 du Dahi de 46, donc l'ancienne loi sur la copropriété, où c'était une exigence, c'était obligatoire. Le droit de préemption, il y a des cas de jurisprudence que j'ai ici, d'ailleurs je vais le soumettre tout à l'heure, où effectivement le tribunal s'est montré ferme par rapport à cette situation, quand bien même les inscriptions auraient été faites, le droit de préemption était toujours possible. On pouvait reconsidérer ces dispositions, on pouvait reconsidérer les inscriptions pour que le droit de préemption puisse s'exécuter. Avec les dispositions de la loi 1800, on ne parle plus de droit de préemption, on parle de droit de préférence. Alors, préférence, j'irais dans l'interprétation claire du texte, un droit de préférence, c'est le préalable à l'exercice du droit de préemption. Alors, c'est devenu une option, ce n'est pas une obligation. D'abord, la loi parle que les copropriétaires peuvent instituer entre eux un droit de préférence à la majorité des 3/4. Si la majorité des 3/4 n'est pas atteinte, est-ce que le droit de préférence est institué? Non.
pas du tout, bien entendu, et cela ne concerne que, bien entendu, les opérations à titre onéreux. Donc les donations et l'héritage ne sont pas concernés par ce cas de figure. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'informer, d'orienter les acquéreurs, et ça c'est le rôle du notaire effectivement, vers les dispositions, ce que prévoit de façon générale le règlement de copropriété. Est-ce qu'il a été amendé? Et c'est là où le notaire doit avoir cet esprit de constante vérification des dispositions, parce qu'il se peut qu'un règlement de copropriété change dans la même résidence en un laps réduit, parce qu'il se peut qu'il passe une opération concernant cet appartement au mois de mars, en mois de juin, il passe une opération dans la même résidence, mais il se peut qu'entre-temps le règlement de copropriété ait changé. Donc ce devoir de vigilance, et on y revient à chaque fois, il faut qu'il soit, je dirais, présent à chaque instant. Le règlement de copropriété, c'est le seul document dans lequel on devrait retrouver si ce droit de préférence est institué ou pas. 1. 2. S'il est institué, est-ce qu'il a été légalement institué? Il faut aller vérifier si la majorité requise a été respectée, si les modalités de la tenue de l'Assemblée ont été adoptées. Pourquoi? Pour transmettre l'information à l'acquéreur éventuel, pour prendre ses dispositions si contestation éventuelle il y a. Nous avons le cas où des anciens, d'ailleurs elle a fait l'objet de 2 arrêts, la Cour de cassation, sont des anciens immeubles où ils ont maintenu l'ancien règlement de copropriété qui prévoit dans son article de style, voilà, article de règlement de copropriété, dernier article, il fait référence à l'article 27 de la 1946 par rapport à l'exercice de droit de préférence. Et par la suite, la justice a donné raison au préempteur qui s'est basé sur le règlement de copropriété de 1946 pour exercer le droit de préférence conformément à la loi 1800. Heureusement, il y avait un autre arrêt qui a donc je vous donne le temps d'expliquer ça à nos chers consoeurs et confrères. Vous savez, d'abord, il y a les arrêts de principe. Et ce n'est pas un arrêt de principe. Donc, nous aurons toujours des arrêts contradictoires. Je dirais, la logique aurait été pour le tribunal d'accorder plus d'importance à la loi qui prévaut aujourd'hui. 1. 2. S'il y a eu révision de la loi entre-temps, c'est parce qu'il y a une nécessité. Donc, c'est le rôle, j'ai très souvent parlé du rôle économique du juge. Il faut que le juge réponde à l'esprit du législateur. Il y a des cas où le tribunal se contente de l'interprétation stricte des documents sans ce pouvoir d'audace de s'étendre sur l'esprit du législateur. Heureusement, effectivement, qu'il y a ce deuxième arrêt qui a institué la nécessité de faire appliquer la loi 1800, bien entendu, si les dispositions du règlement de copropriété ne vont pas à l'encontre de la loi. Parce qu'il faut prendre ce qui est conforme, ce qui est en harmonie avec la loi 1800, et tout ce qui relève de l'ancien texte. Il y a lieu non seulement d'abord d'adopter les dispositions de la loi 00, mais aussi imposer, et j'ai un cas où un syndic des copropriétaires a été sommé à l'initiative de l'un des copropriétaires à l'effet d'ordonner par le tribunal la modification du règlement de copropriété afin de l'adapter à la loi 1800 parce qu'il comportait des dispositions contraires et il n'avait pas atteint le quorum. Donc le juge des référés a tranché en faveur, bien entendu, de ce copropriétaire, à l'effet de mettre en harmonie le règlement de copropriété selon les dispositions de la loi 1800. Donc aujourd'hui, nous avons l'orientation qui tend vers ce principe de faire privilégier la loi 1800, quand bien même les règlements de copropriété dateraient au mois 1946. Donc, à côté du règlement de copropriété qui prévoit l'ancien règlement de copropriété, on doit demander une assemblée, un PV d'assemblée qui institue ce droit de préférence conventionnel. Alors, c'est un peu difficile parce que ça va compliquer les choses. Je vois mal une opération bloquée en raison d'une tenue d'assemblée. Il se peut que le quorum ne soit pas atteint, donc ça va prendre un peu plus de temps. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un cas ou bien d'arrêt de la Cour de cassation, un arrêt de principe, afin de faire prévaloir cet arrêt au lieu d'aller, de renvoyer les parties dos à dos pour aller tenir une assemblée avec toutes les implications et les complexités que cela comporterait. Non, on peut leur demander si vous avez. Sinon, si vous avez, d'accord. Oui, bah, s'ils l'ont, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ne l'ont pas,
On pourrait dans un premier temps se prévaloir des arrêts de la Cour de cassation, quand bien même ils ne seraient pas des arrêts de principe, en attendant que soit qu'on ait une constance et une régularité dans les décisions prises à cet effet, soit dans l'attente d'un arrêt de principe. En 2003, après une réunion qui s'est tenue à Fès, Maître Skouked avait expliqué la chose de cette manière. En appliquant l'effet de la non-rétroactivité de la loi, le Dahir de 46 prévoyait que le droit de préférence était un droit et s'appliquait de plein droit. D'accord ? Il n'était pas besoin d'insérer dans le règlement de copropriété ce droit. Donc, l'interprétation de Maître Skouked, c'était qu'une fois que nous étions en présence d'un immeuble en copropriété dont l'existence était antérieure à la loi 1800, le droit de préférence s'appliquait de plein droit, d'office. Maintenant, j'ai cru comprendre qu'il en est autrement. J'aimerais bien que ce soit précisé afin que nous ayons une même orientation. 2 minutes. Rapidement. Le premier et le deuxième. Ouais. Et le plus important de ça, maintenant pour nous en tant que notaire, vous savez qu'on a un droit de conseil, un droit d'information, une obligation d'information au sein de l'acte. On sait que cette décision de la Cour de cassation n'est pas constante. Il n'y a pas de jurisprudence en fait constante là-dessus. C'est sûr que maintenant, l'arrêt dit que les immeubles qui sont soumis à la loi 46, du fait qu'il n'y a pas de modification, ils restent toujours soumis à 46. Donc le droit de préférence est toujours là. Maintenant, pour nous, wesh, à l'occasion d'une vente d'un appartement, wesh, on se base sur l'arrêt, le dernier arrêt de la Cour de cassation, en stipulant en fait, en donnant conseil ou l'obligation d'information à l'acquéreur, comme quoi, quel est le droit de préférence, c'est quoi le droit de préférence, ou pas. C'est ça ma question. Vous savez, et je rejoins aussi Oui. C'est bon, on donne la réponse. Est-ce que le cas, le régime d'un certain nombre de copropriétés à l'époque, parce que si c'est le cas, si on devrait s'inscrire dans le principe de la continuité, ces copropriétés ou ces règlements de copropriété, ma lecture de la chose est la suivante. Si c'était le cas, ça veut dire que les copropriétés sont toujours soumises au Dahir de 46. C'est faux. Ces copropriétés aujourd'hui, elles sont régies par quel texte? Par la 1800. Donc il n'y a pas une dualité du système. Parce qu'on ne peut pas prendre uniquement le règlement de copropriété parce qu'il fait référence au Dahir de 46 que la copropriété en entier est régie par le Dahir de 46. Donc voilà. On ne peut pas avoir une dualité du système. Donc si le règlement, et c'est d'ailleurs l'orientation qui a été adoptée par les juges dans le dernier arrêt, c'est de dire que quand bien même le règlement de copropriété n'aurait pas été modifié, vu que la copropriété est soumise à la date d'aujourd'hui au statut de la loi 1800, donc tout ce qui vient avec suit le principe de la loi sur la copropriété. Sinon, on aura une dualité de système. Donc, tout ce qui vient après 2003, il est soumis à la 1800 et tout ce qui est avant à la loi 46, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc avant de clore, si vous voulez, il est 11h05, nous avons des 3 questions. Je dois faire proposition. De ces 2 lois, de la loi 1800, etc., qu'est-ce que vous faites du principe de la non-rétroactivité par rapport à ça? Par rapport aux gens qui ont acquiert un immeuble en copropriété, suivant l'ancien régime, et qui avaient un droit de préférence. La loi est nouvelle, donc vous dites que la loi s'applique même aux anciens. Oui.
C'est pas moi, c'est l'arrêt de la Cour de cassation. Je sais. Est-ce qu'il y a une rétroactivité de la loi par rapport aux anciens immeubles? C'est-à-dire c'est la mise en harmonie du règlement. Attention, c'est pas la loi, c'est très important parce qu'on parle d'un document, le règlement de copropriété. C'est ce que j'ai besoin de comprendre. Voilà, le règlement de copropriété, il doit suivre la logique de ce qui prévaut pour l'ensemble des immeubles aujourd'hui. Parce que les immeubles aujourd'hui, ils sont régis par la loi 1800, quand bien même ils ont existé avant l'adoption de la loi 1800. Donc il faut bien entendu que le règlement de copropriété, que les rapports entre copropriétaires répondent à cette nécessité, parce que ce serait contradictoire que la copropriété soit soumise aujourd'hui à la loi 1800 et que le règlement de copropriété soit soumis à une ancienne loi. Donc on oublie l'ancienne loi. On oublie l'ancienne loi. Ça, c'est la Cour de cassation. Attention, ça, ce sont deux lectures, parce que ce n'est pas ma lecture qui prévaut, ni celle d'une autre personne, mais c'est la jurisprudence qui va trancher de façon définitive. Moi, je retiens du débat de ce matin, d'après Maître Hannibal, et je partage complètement. Oui. D'accord. Donc, ma proposition aujourd'hui, et c'est plus une requête qu'une proposition, ce serait, et je crois que Monsieur le Président me voit venir, ce serait que suite à ces échanges, suite à ces débats, qu'il y ait des modèles qui soient établis par notre chambre régionale, avec, on quitte à ce que nous, notaires, que chacun envoie les différents modèles qu'il y a, pour que justement on essaye de retenir. Il n'y a pas la meilleure clause possible, il n'y a pas la meilleure protection, et c'est évolutif, mais au moins on saura que tout le monde aura au moins le minimum dans cette clause-là. Voilà, vous avez raison, je me porte fort au SEDA. Vous allez nous rejoindre au SEDA. Vous allez nous rejoindre et travailler sur ces clauses. Il y a un engagement. C'est de cette oui. Il stipule, à compter de la même date, sont abrogées les dispositions du Daïr du 21 Hijja 1365, s'il vous plaît, 16 novembre 46, réglant le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement, tel qu'il a été modifié et complété. Ça veut dire que la loi 1800 s'applique et la loi 46 est abrogée complètement et ne peut en aucun cas être appliquée. Et là, effectivement, moi qui ai droit, là, le droit de préférence qui est accordé. هذا هو السؤال وهذا باش دخلت لا جوستيس وقالت لك هذاك سي ان droit qui a été, s'il vous plaît, الله يخليكم, c'est un droit qui a été. Quelqu'un voudrait intervenir? Vous voulez intervenir, Ustad Lamia? Allez, on le partage. On le partage ensemble. Je concède mon droit à la parole, je vous le donne à charge de profiter de l'expérience, des échanges. Ce qui nous dérange, c'est que, imaginons qu'on ait en fait un ancien immeuble qui a été établi dans le cadre de l'ancienne loi et qui ne prévoyait pas le droit de préférence, étant donné que, bon, il était de fait. Très bien. Et que si aujourd'hui on doit appliquer la nouvelle loi, dans ce cas-là, à partir du moment où le droit de préférence n'a pas été prévu sur le premier règlement de copropriété, ça suppose qu'on ne peut pas l'appliquer aujourd'hui. À moins qu'il n'ait été amendé. Vous l'appliquez selon la loi actuelle, selon Assemblée. les dispositions de la loi, Donc, la majorité des 3 cas. Ça y est, c'est parfait. Avant de donner la parole à Monsieur le Président, le département de formation, on s'engage à vous envoyer le rapport de cette journée, le rapport scientifique de cette journée à chacun de vous. Monsieur le Président. Que vous avez adoré